Nous allons maintenant écouter Thomas Hirsch, qui nous parlera de Maurice Halbwachs, un cas important et assez douloureux, je dirais, pour le collège. Bonjour à toutes et à tous, et merci de cette invitation. Je vais revenir en effet sur un moment très particulier de l'histoire des rapports entre Durkheim, les Durkheimiens et le Collège de France, à savoir l'élection de Maurice Halbwachs, dont cet amphithéâtre porte le nom, début 1944, à une chaire qu'il n'a jamais pu occuper. Je rappelle brièvement les faits. En application de la première loi d'exception du 3 octobre 1940 sur le statut des Juifs, Marcel Mauss, neveu et collaborateur de Durkheim, titulaire de la chaire de sociologie depuis 1931, est contraint de prendre une retraite anticipée. Après différentes étapes que je vais évoquer, le 10 mai 1944, Maurice Halbwachs est nommé professeur. Il est entendu alors qu'il commencera son enseignement en décembre. Le 26 juillet, toutefois, il est arrêté à son domicile par la Gestapo en raison des actes de résistance imputés à l'un de ses fils, arrêté l'avant-veille. Tous deux sont internés à Fresnes, de même qu'Hélène et Henri Maspero, titulaires de la chaire de langue et de littérature chinoise, arrêtés le 28. Ils sont déportés vers Buchenwald le 15 août 1944, quelques jours avant que ne s'amorce la libération de Paris. Le 16 avril 1945, enfin, quelques jours après l'arrivée des armées américaines dans le camp, parvient en France la nouvelle des morts de Maurice Halbwachs, datée du 16 mars, et d'Henri Maspero, le 17. Dans la perspective d'une histoire des rapports entre le Collège de France et la sociologie durkheimienne, cette histoire tragique se prête à plusieurs lectures. Elle peut être lue d'abord sous le signe de la continuité. Après l'élection difficile de Marcel Mauss en 1930, ses collègues ont en effet porté leur vote sur le seul candidat susceptible d'apparaître alors comme un représentant légitime de la sociologie durkheimienne. Collaborateur de la première et de la deuxième série de l'année sociologique, secrétaire général des annales sociologiques qui lui succèdent dans les années 30, professeur de sociologie et le premier à porter ce seul titre à la faculté des lettres de l'université de Strasbourg de 1919 à 1935, date à laquelle il rejoint la Sorbonne pour suppléer Célestin Bouglet. Maurice Halbwachs est en outre, depuis 1938, président de l'Institut français de sociologie, la société savante montée par les Durkheimiens au début des années 20. Dans les débats qui entourent ces livres de l'entre-deux-guerres, en particulier Les cadres sociaux de la mémoire en 1925 et Les causes du suicide en 1930, tous deux publiés dans la série des travaux de l'année sociologique dirigée par Mauss, chez Alcan, qui constituent deux interventions majeures dans la controverse entre sociologie et psychologie, considérée comme un problème central dans l'entre-deux-guerres, il est perçu comme un défenseur obstiné de l'explication sociologique, du sociologisme, voire d'un impérialisme sociologique décrié. Avec les disparitions successives de Paul Fauconnet en 1938, Lucien Lévy-Bruhl en 1939, Célestin Bouglet et Marcel Granet en 1940, il est au fond le seul durkheimien dont l'œuvre scientifique abondante et le statut, il a été mis en demeure en 1940 de prouver qu'il n'était pas juif et a retrouvé à cette fin l'acte de baptême de chacun de ses grands-parents alsaciens, en font un candidat possible pour le Collège de France. Cette lecture, néanmoins, soulève deux difficultés que je vais m'attacher à examiner. D'abord, ce n'est pas à une chaire de sociologie, mais à une chaire de psychologie collective, votée le 14 mars 1943, que Maurice Halbwachs est élu. Or, le choix de cet intitulé, élément central de la politique des chaires au Collège de France, pour évoquer le livre précieux dirigé par Wolf Feuerhahn, a par la suite souvent été vu comme la marque d'une forme d'émancipation de Maurice Halbwachs vis-à-vis de la sociologie durkheimienne, le signe final de son originalité, de son hétérodoxie, selon la catégorie de jugement héritée des critiques contemporaines de la sociologie, mobilisée depuis pour distinguer parmi les fidèles de l'Église Saint-Durkheim les orthodoxes et les hétérodoxes, étant entendu dans ce cadre que les seconds auraient bien plus d'intérêt que les premiers. Ensuite, c'est bel et bien sur la base d'un rapport aux accents anti-durkheimiens, présenté devant l'Assemblée des professeurs par Henri Pierron, qui était un camarade d'enfance de Maurice Halbwachs et qui était un psychologue titulaire de la chaire de physiologie des sensations, qu'est choisie la chaire de psychologie collective. L'un dans l'autre, l'élection de Maurice Halbwachs témoignerait donc plutôt que d'une continuité, d'une forme de rupture vis-à-vis de l'héritage durkheimien porté par Mauss au sein de l'institution. De ces lectures divergentes, voire contradictoires, découle un certain nombre de questions qui invitent à éviter plus en détail et à contextualiser cet épisode. Comment expliquer le choix de promouvoir un nouvel intitulé en lieu et place de celui de sociologie? Qu'est-ce que la psychologie collective pour Maurice Halbwachs?
La démarche suppose, en outre, de replacer la sociologie durkheimienne dans la société française des premières décennies du XXe siècle, comme de porter attention aux enjeux qui traversent l'enseignement supérieur pendant l'occupation. Nous disposons pour ce faire, et je passe rapidement, de différentes pièces, à commencer par le récit fait par Maurice Alvax lui-même de sa campagne pour le Collège de France, rédigé peu avant son arrestation, semble-t-il, dans un de ses journaux, et édité en 1999 dans le numéro inaugural de la Revue d'Histoire des Sciences Humaines. On dispose aussi de reliquats de sa correspondance, dispersés dans différents fonds de savants, et des archives institutionnelles du Collège. Je vais donc déplier quelque peu cet épisode de manière chronologique, avec en guise de préambule un retour sur la trajectoire de Maurice Alvax dans son rapport à l'institution de 1929 à 1942. Nommé à Strasbourg en 1919, à l'heure où l'on projette de faire de l'université de la ville libérée une vitrine de la science française, Maurice Alvax, comme nombre de ses collègues, tourne néanmoins son regard vers Paris, qui demeure le lieu de consécration d'une carrière professorale. C'est vrai aussi sur le plan matériel. Arriver à Paris, c'est un salaire plus important. Dans cette pyramide académique, qui est le reflet de la centralisation française, le collège occupe le sommet. Je me réjouis de voir ainsi consacrer ta valeur, tes travaux, ton activité scientifique, écrit-il à Henri Pierron lors de l'élection de ce dernier en novembre 1923. Le collège est aussi, à l'heure où les chaires universitaires de sociologie se comptent sur les doigts d'une seule main, et où les deux qui lui sont liées à la Sorbonne, celle de pédagogie et sociologie et celle d'histoire de l'économie sociale, sont occupées par Paul Fauconnet et Célestin Bouglé, à peine plus âgés que lui, une des rares possibilités qu'il entrevoit pour rejoindre la capitale. Aussi se met-il sur les rangs dès 1929, lors de la succession de Jean Isoulet, qui a, pour reprendre ses mots, et on l'a vu hier, bien piteusement représenté la sociologie jusqu'ici, et ce, en concurrence avec Mauss. De par la diversité et l'abondance de ses travaux sur les classes sociales, sur les villes, sur la mémoire et le suicide, il a le sentiment de pouvoir, peut-être mieux que ce dernier, qui, rappelons-le, n'a pas publié de livre, qui est quand même la forme attendue de l'activité savante, représenter ce qu'il appelle la sociologie générale. Très vite, il se rend néanmoins compte, comme il l'explique à Henri Pierron, que tous les gens qui pourraient s'intéresser à ma candidature voudraient que Mauss soit nommé. Il se retire donc de la course, soucieux de ne pas affaiblir une entreprise délicate, notamment en raison de la concurrence d'Étienne Gilson, historien de la philosophie médiévale. Je le cite de nouveau. « Tout point de vue personnel mis à part, je trouverais déplorable qu'une discipline moderne et d'avenir, la sociologie, soit écartée au bénéfice du thomisme et de la scolastique. » Il se félicite, fin 1930, de l'issue de cette longue bataille, après 2 votes successifs. C'était un tournant dangereux, et le maintien ou la suppression de la chaire de sociologie au Collège de France devait avoir de sérieuses conséquences, comme tout événement de signification symbolique. À la demande de Mauss, il se présente néanmoins finalement en 2e ligne, où il est élu, comme une manière de se positionner pour l'avenir. Il serait bon que mon nom soit prononcé, afin qu'on sache que si je me suis effacé devant Mauss, c'était devant Mauss seul. À cette date se pose néanmoins déjà la question de la succession de Georges Renard à la chaire d'histoire du travail, pour laquelle Simian se porte candidat. L'idée de postuler ici ne l'effleure pas. Simian n'est pas seulement un ami, je l'ai toujours considéré comme un maître, et je serais bien heureux si son mérite et ses travaux reçoivent cette consécration. L'issue, positive une nouvelle fois, a pour lui de nouveaux valeurs de symbole. « Voici Simian au collège », écrit-il à Mauss en décembre 1931, et les 2 colonnes de notre groupe, à présent en pleine lumière, ce dont je suis pour ma part tout glorieux. La formule rappelle tant la fonction de consécration de l'institution que l'attachement de Maurice Alvax à ce qu'il appelle de manière systématique dans sa correspondance « notre groupe, celui de l'année sociologique ». Il envisage encore à ce moment-là différentes combinaisons. Marcel Mauss pourrait par exemple changer le titre de sa chaire pour ethnologie, ce à quoi en réalité il s'est toujours refusé, comme même c'était un titre considéré comme plus électoral, de manière à libérer ainsi l'intitulé sociologie. Le projet demeure un vœu pieux. Il caresse aussi, encouragé par François Simian, l'idée d'une chaire de statistique morale. La question se pose de nouveau en 1935, lorsqu'est discuté après la mort de Simian le maintien ou non de la chaire d'histoire du travail. À cette date, toutefois, Alvax vient d'être nommé à la Sorbonne en remplacement de Célestin Bouglé, qui rejoint l'École normale supérieure comme directeur. Il hésite à se porter de nouveau candidat, et ses impressions favorables lorsque débute en Sorbonne un enseignement qui m'intéresse et auquel je me sens bien adapté, dit-il, qui donne aussi, pense-t-il alors, un meilleur champ d'action des étudiants en réalité, le dissuade. Le Collège de France semble alors pour plusieurs années disparaître de son horizon.
Il se permet simplement de soutenir, auprès de Pierron en particulier, différents candidats, des camarades d'école, des Strasbourgeois ou des relations de son beau-père, Victor Bache. J'en arrive à la guerre et à la campagne qui va conduire à l'élection de Maurice Alvax au Collège de France. C'est au printemps 1942 qu'il entreprend ses premières démarches, d'abord auprès d'Edmond Farral, administrateur de l'institution. La date ne doit rien au hasard. Il a attendu celle de la mise à la retraite normale de Marcel Mauss, en mai 1942, pour poser la question de sa succession. Les archives de ce dernier sont très lacunaires pour cette période. Évincé du Collège de France, il a subi en outre la réquisition de son logement boulevard Jourdan. Il habite dorénavant un petit appartement froid, obscur, sale, pour reprendre ses mots, s'occupe de sa compagne à la santé fragile et porte en ce printemps l'étoile jaune tout juste imposée. Dans une de ses lettres conservées, il indique cependant se préoccuper encore du Collège de France. Maurice Alvax, dans ses démarches, affirme à plusieurs reprises agir en plein accord avec lui, et Mauss écrit, semble-t-il, à plusieurs de ses anciens collègues afin de le soutenir. Alvax, faut-il le rappeler, ne peut être indifférent au sort de son aîné, ne serait-ce que parce que sa seconde épouse et mère de ses deux fils, Yvonne Bache, est juive. Elle est la fille d'Hélène et de Victor Bache, cofondateurs de la Ligue des droits de l'homme, qu'il préside à partir de 1926 et auquel Alvax est très lié. Son épouse ne peut l'accompagner, par exemple, lorsqu'il passe la ligne de démarcation pour faire passer le concours de Sèvres à Lyon, et qu'il en profite pour rendre visite à ses beaux-parents et à son fils aîné, tous établis en France non occupée. Lors de son passage au Sud, à l'été 1942, alors que les politiques de persécution se renforcent en zone occupée, il se renseigne d'ailleurs sur les voies et les moyens les plus sûrs pour faire passer définitivement la ligne à son épouse. Il faut s'attendre à tout, écrit-il, et nous prenons les précautions nécessaires. Bref, il ne faut pas perdre de vue, pour reprendre à nouveau ces mots dans son journal, que toute cette campagne au collège se poursuit dans une période où les événements publics et les événements privés en relation avec les événements publics se succèdent suivant un rythme parfois effréné. Il est humain, trop humain, de continuer ces petits jeux en un temps où de si grands événements passent au-dessus de nous, écrit-il encore à l'un de ses correspondants en zone libre, auquel il évoque sa campagne. Croyez bien que je mets les choses à leur place. Toujours est-il que dès cette première entrevue avec Farral, ce dernier lui conseille de substituer un autre intitulé à celui de sociologie. Il le rappelle dans son journal, comme dans la première lettre qu'il écrit à Pierron à ce sujet, le 8 octobre 1942. Je le cite. « Tant que Mauss n'avait pas atteint l'âge de la retraite, je me suis abstenu pour des raisons que tu comprends. J'ai vu il y a environ 6 mois Farral, avec qui je suis en relation cordiale. Il n'y a, je crois, rien qui presse. Mais tu serais bien aimable de me dire à quel moment j'aurai une chance de te rencontrer. J'ajoute encore que, sur le conseil de Farral, mais j'y pensais déjà, le titre de la chaire proposée serait non pas sociologie, mais psychologie collective. Notons pour plus tard qu'il envisage et abandonne un autre titre, psychologie collective et statistique. En réalité, les choses pressent plus qu'il ne le pense. Quelques semaines après son premier courrier à Pierron, le 28 novembre, est organisée par Farral une réunion officieuse des professeurs au sujet des chaires à pourvoir. Une seconde est organisée en février 1943. La veille, André Siegfried, empêché, écrit à Farral et évoque, sans les détailler à nouveau, je le cite, « les raisons négatives qui peuvent conseiller de ne pas maintenir une chaire de sociologie proprement dite », avant de plaider pour sa part pour une chaire d'histoire des idées destinée à Henri Gouillet. Edmond Farral, Maurice Alvax, André Siegfried et Henri Pierron, au moins en creux, s'accordent ainsi spontanément, sans en donner les raisons, pour considérer que le maintien d'une chaire de sociologie serait malvenu. C'est cette forme d'évidence partagée qu'il nous faut comprendre. Ça suppose de sortir de la seule histoire savante afin de restituer le statut de la sociologie et de la sociologie durkheimienne dans la France des premières décennies du XXe siècle et du début des années 40. Or, pour le dire d'une formule sans doute trop abrupte, la sociologie est considérée, par le pouvoir en place au moins, comme une science politique, une science républicaine, sinon socialiste ou franc-maçonne, en tout cas une science anti-religieuse et en partie comme une science juive. Une science politique d'abord, tel est sans doute le jugement le plus communément partagé. L'effervescence autour des sciences sociales dans la dernière décennie du XIXe siècle, la mode de la sociologie, font que ce mot magique est utilisé par les magiciens les plus divers. À se départir des catégories savantes, si l'on tente de prendre en compte la multiplicité et la diversité des mobilisations du terme, la sociologie est alors moins une branche du savoir reconnue comme telle qu'une forme de revendication, celle de fonder en sciences, sciences de l'histoire, sciences de l'économie, sciences des corps, un certain nombre de choix et d'orientations politiques. Tout l'effort des philosophes qui se groupent autour de Durkheim et de l'année sociologique consiste par contraste à l'établir comme une science rigoureuse, autonome, et comme une science universitaire.
Ils y réussissent en grande partie dans le champ savant, ce dont témoigne autour de 1903-1904 l'émergence de l'étiquette d'école sociologique française pour les désigner. Il n'en demeure pas moins que leur vocation savante s'articule à des aspirations politiques. C'est bien, pour reprendre la fameuse formule de Durkheim, parce qu'elle peut contribuer à résoudre rationnellement la question sociale que la sociologie mérite une heure de peine. Et c'est bien cette promesse d'une articulation heureuse entre le travail scientifique et les préoccupations politiques qui attire dans les années électriques de l'affaire Dreyfus la fine fleur des agrégés de philosophie. D'après son condisciple et collègue Ernest Tonla, c'est ainsi d'un même mouvement, lors de ses années à l'École normale supérieure, que Maurice Halbwachs se range, après études et mûres réflexions, à la cause du capitaine Dreyfus, au socialisme et à la sociologie. Dans les trajectoires des différents sociologues durkheimiens, cette double dimension se marque de multiples manières par différentes formes d'articulation entre le travail savant et les engagements. Comme toute carrière militante, elles sont faites de flux d'engagement et de désengagement, de moments d'enthousiasme et de désillusion, de transformation des répertoires d'action au gré des opportunités ou des événements. L'essai sur le don de Marcel Mauss, souvent élevé ensuite au rang de modèle sur ce plan, ne représente à cet égard qu'un moment fugace, une manière parmi d'autres, les universités populaires, les coopératives, le journalisme politique, pour lui de conjoindre les deux registres. Le cas de Célestin Bouglet, journaliste pendant plus de 30 ans, théoricien d'un solidarisme renouvelé par la sociologie, candidat à plusieurs élections législatives, est plus extrême encore tant ce dernier s'est attaché à lier la sociologie et ce qu'il appelait l'action sociale. Maurice Halbwachs, militant socialiste, investi avant 14 dans le groupe d'études socialistes d'Albert Thomas, collaborateur occasionnel de l'Humanité, semble avoir, lui, par la suite, plutôt disjoint les registres. Il maintient certes à la fin des années 30 encore la finalité politique de cette science d'avenir, fidèle à l'idée qu'il doit être possible de concilier le progrès économique avec une meilleure répartition des richesses, je le cite, il soutient que la condition nécessaire est que l'attention se porte de plus en plus sur les expériences de la vie sociale et que la science de l'homme, enfin, se constitue. De même, il conclut une conférence radiophonique en 1939 par ces mots : « Nous avons appris au cours d'une expérience séculaire que l'unique moyen dont nous disposions pour nous affranchir des nécessités qui pèsent sur nous, c'était de connaître de façon de plus en plus précise. La science, dit-il, est le grand instrument de notre libération. » En revanche, du point de vue des pratiques, il paraît plutôt dissocier les registres. Ainsi, par exemple, s'il collabore pendant plusieurs années au Progrès de Lyon, en sociologue journaliste, comme Mauss et comme Bouglet l'ont fait, il choisit pour sa part de le faire de manière le plus souvent anonyme. Sans doute est-ce d'ailleurs une des conditions qui le rend éligible au collège. Un Bouglet aurait été bien trop marqué politiquement pour le faire. Ça ne l'empêche pas pour autant de participer à la veille de la défaite, en avril 40, à un cycle de conférences radio sur la connaissance de l'ennemi, pour battre en brèche les prétentions allemandes en pointant le problème de la natalité dans le Troisième Reich. Le texte revu sera publié pendant la guerre, ce que René Zazot, un des dirigeants du Front national universitaire, présentera comme un acte de courage, affirmant aussi à cette occasion qu'Halbwachs n'aurait pas hésité à héberger des hommes traqués et aurait participé à la rédaction de leur journal « L'Université libre ». Quoi qu'il en soit, la réussite, si vous voulez, dans l'espace savant de l'opération durkheimienne ne doit pas faire perdre de vue que pour un public plus large, la sociologie peut sentir encore le souffle. Pour ne prendre qu'un exemple qui le concerne, lorsque Marc Bloch et Lucien Febvre annoncent à leur éditeur la future participation d'un sociologue, Halbwachs est un des principaux collaborateurs des Annales d'histoire économique et sociale, cet éditeur s'en étonne et leur rappelle qu'il n'est pas prévu de faire une revue politique et partisane. Ensuite, même si les usages du mot de sociologie ont été les plus divers, l'action française s'est revendiquée très tôt d'une sociologie, il s'est développé très tôt une sociologie catholique. La sociologie durkheimienne est loin d'être indéterminée sur le plan politique. Dans la controverse sur la morale sociologique, dans la polémique autour de la Nouvelle Sorbonne, dont Durkheim serait le régent, jusqu'aux campagnes de presse régulières dans l'entre-deux-guerres autour de l'enseignement de la sociologie dans les écoles normales d'instituteurs, autant de moments qu'il faudrait appréhender comme un continuum, la presse conservatrice de droite, Le Temps, La Croix, ou d'extrême droite, l'Action française, le Charivari, n'a eu de cesse de dénoncer l'emprise, en partie fantasmée, de la sociologie durkheimienne sur l'appareil d'enseignement de la Troisième République. Il ne saurait être question ici d'entrer dans le détail, il convient néanmoins de relever les termes dans lesquels cette sociologie se trouve ainsi attaquée. L'enseignement insensé, les folies sociologiques installées en Sorbonne, conduisant à la ruine de toute chose, pour reprendre ici les mots d'Eugène Tavernier dans La Croix en 1928, sont considérés comme une philosophie officielle de la Troisième République, une théologie à rebours qui vise à subvertir la morale chrétienne,
à dresser l'école contre l'Église, à disqualifier la religion en la ramenant à des pratiques primitives. Les démolitions intellectuelles et morales qu'elle accomplit froidement, pour reprendre ici les termes de Georges Goyot, secrétaire perpétuel de l'Académie française en 1932, sont telles qu'elles représentent un danger majeur pour le pays. Et il mobilise sur ce point Jean Isoulet, lequel aurait affirmé peu avant sa mort l'obligation d'enseigner la sociologie de M. Durkheim dans 200 écoles normales de France est le plus grave péril national que notre pays ait connu depuis longtemps. À parcourir cette presse, à rapprocher les expressions parfois contradictoires par lesquelles on la qualifie, la sociologie durkheimienne condense au fond tout ce que le régime de Vichy honnit dans la Troisième République. Cette fausse science est alternativement présentée comme une philosophie maçonnique ou une philosophie rabbinique, n'a-t-elle pas été illustrée successivement par Durkheim et Lévy-Bruhl? Antipatriotique, on vilipende tantôt son inspiration allemande, tantôt ses incointances bolcheviques, si ce n'est son anarchisme. En toute logique, le régime de Vichy démantèle très vite les quelques éléments d'institutionnalisation de la sociologie. Le centre de documentation sociale de l'École normale supérieure, seul lieu de savoir proprement sociologique dans l'entre-deux-guerres, dont Halbwachs était le vice-directeur, est supprimé lors de la prise de fonction de Jérôme Carcopino à la tête de l'ENS. Il rejoindra ensuite le ministère de l'Éducation nationale. La fermeture des écoles normales d'instituteurs, perçues comme des cloîtres de l'anti-France, est décidée par la loi du 18 septembre 1940. Le certificat de morale et sociologie dans les facultés de lettres est remplacé par un certificat de morale et psychologie. La substitution est intéressante. La chaire de sociologie en Sorbonne, enfin, non affectée, est supprimée à la rentrée 1942, tandis qu'Abel Bonnard, ministre de l'Éducation nationale, crée d'autorité une chaire d'histoire du judaïsme pour Henri Labroue, jusque-là directeur d'un institut aux questions juives à Bordeaux. Par ailleurs, les livres de Durkheim et de Lévy-Bruhl sont portés sur les listes auto. Bref, à rappeler ainsi le statut sous Vichy de la sociologie, il semble bel et bien évident qu'il ne peut être question, pour Halbwachs, Farral ou Siegfried, d'envisager le maintien d'une chaire de sociologie. Reste alors, et je serai beaucoup plus succinct, à se demander ce que représente pour Halbwachs l'intitulé psychologie collective, étiquette promue notamment dans l'entre-deux-guerres par son collègue strasbourgeois Charles Blondel. Là encore, nous disposons de plusieurs éléments dans sa correspondance et d'un cours de psychologie collective qu'il a effectivement prononcé en Sorbonne à 2 reprises. Le plus simple est toutefois de se reporter à la lettre qu'il adressait à Henri Pierron en 1929, dans laquelle il se positionnait pour la succession d'Isoulet. Si je me présente en même temps que Mauss, pour qui j'ai de l'estime et de l'affection, c'est que, comme tu le sais, mes travaux rentrent assez exactement dans le cadre de la sociologie générale, statistique morale et psychologie collective. Cette définition n'est pas sans intérêt. À tout le moins, la psychologie collective est une part de la sociologie. Quelle part? Le cours permet ici de répondre, reprenant et systématisant les travaux des Durkheimiens, Durkheim, Mauss, Lévy-Bruhl, Granet et ses propres recherches sur la mémoire. Il y présente la psychologie collective comme le relevé de tout ce qui, dans le psychisme, s'explique par le collectif, les classifications, les concepts et catégories, le raisonnement, la mémoire, le jugement et la perception, la logique des sentiments, l'expression des émotions, la volonté et en définitive le moi. Je saute quelques éléments. Il répond aussi à Blondel en récusant finalement la possibilité de ce que Blondel appelait une psychologie différentielle, une psychologie proprement individuelle, pour porter l'accent, pour sa part, sur la seule complémentarité entre psychologie physiologique et psychologie collective, étant entendu que si la psychologie collective est un relevé de ce qui s'explique par le collectif, les éléments d'explication sont apportés par la morphologie sociale, l'étude statistique de la population, de sa répartition, de sa densité, etc., dont il défend les prérogatives en 1938 dans un volume qui lui est dédié. Bref, statistique et psychologie collective constituent bien ensemble la sociologie générale, et du reste, une fois élu, Maurice Halbwachs annonce 2 cours pour la rentrée de la fin de l'année 1944, l'un de psychologie collective de la mémoire, l'autre de questions de démographie, manière de recomposer, à défaut de requalifier, sa chaire comme une chaire de sociologie. J'en viens, après ce détour un peu trop long, à la séquence électorale qui s'étend de l'automne 42 à mars 43, soit une période, comme le remarque Halbwachs dans son journal, de rebondissement et de grands espoirs, ne serait-ce que parce que c'est la période du débarquement en Afrique du Nord des Américains et de la victoire de Stalingrad par les Russes. Plusieurs points de son récit auprès des électeurs, récit assez caustique et représentatif du tout petit monde qu'est alors l'université française, peuvent être relevés. Pour plusieurs d'entre eux, ce qui est en jeu, c'est bien le maintien de la chaire de Mauss.
Jacques Duclos, professeur de biologie générale, lui indique en conclusion de leur entretien que quand une chaire fondamentale est vacante, et s'il y a quelqu'un pour la représenter, on a tendance à la maintenir. Jean Przylowski, atteint de surdité, lui dit à la lecture de sa carte de visite « Vous n'aviez pas besoin de vous déranger, je voterai pour vous. Je suis élève de Mauss et suis hostile aux transformations proposées. Il faut maintenir la sociologie. » Apparaît aussi la crainte d'Edmond Farral et d'autres de voir le pouvoir en place intervenir dans le processus électoral. 2 réunions officieuses sont ainsi organisées pour discuter des chaires à pourvoir, au cours desquelles Farad plaide pour que des élections aient lieu en réalité avant la date officielle, afin que les professeurs fassent bloc le jour venu, lors de l'Assemblée, sur la proposition qui aura au préalable réuni leur suffrage. Sa proposition ne parvient à mettre d'accord les rapporteurs des différentes chaires, Henri Pierron pour la psychologie collective, Étienne Gilson pour une chaire d'histoire des sciences morales à l'époque moderne, pour Henri Gouillet, et Lucien Fèvre pour une chaire d'histoire de l'humanisme européen destinée à Augustin Renaudet. Il est toutefois décidé que les électeurs se masseront dès le 2e tour sur la proposition qui arrivera en tête au premier. En réalité, il n'en sera rien, signe peut-être de la ligne de faille qui sépare 2 camps opposés au sein de l'Assemblée. De même, d'après Pierron, Farral, qui lors de son entrevue avec Alvax avait bêché la sociologie des primitifs, n'aurait pas voté pour lui pour des raisons administratives, craignant que son élection ne soulève des difficultés du côté du ministère. Il semble par ailleurs que la seconde de ces réunions officieuses ait été assez décisive, puisque Paul Pelliot s'y est déclaré pour la candidature d'Alvax en retournant l'argument de son âge avancé qui lui était souvent opposé, il a 65 ans à ce moment-là, Maurice Alvax. Par son élection, dit-il, le collège ne s'engagerait en réalité que pour quelques années, se laissant la possibilité de poser de nouveau la question en des temps plus cléments. Le vent a tourné et était plutôt favorable, indique Mario Roch à Maurice Alvax au téléphone. Il faut agir sur les scientifiques, ajoute-t-il, ce sont eux qui décideront. Arrive enfin le 14 mars 1943, jour de l'Assemblée. Au tirage au sort, Henri Pierron est désigné pour parler en premier. La base de son intervention, jugée excellente, a été conservée. C'est un texte hybride, rédigé à partir d'un premier topo qu'Alvax lui a remis. Un texte étonnamment personnalisé. Il est d'usage de n'évoquer qu'en creux le titulaire auquel on pense pour la chaire, tandis qu'en l'espèce, les 2 tiers du texte portent sur la personne de Maurice Alvax. Un texte dissonant aussi, tant les longues citations issues de la morphologie sociale tranchent avec les conclusions qu'en tire Pierron. Ce dernier poursuit manifestement 2 objectifs. Le premier est de désengager Alvax de la seule sociologie durkheimienne, dont il était considéré, jusque dans son dossier de carrière au ministère, comme un éminent représentant, un des meilleurs disciples et continuateurs de Durkheim, notait son recteur en 1931, un des hommes marquants de l'école sociologique française créée par la puissante initiative de notre regretté collègue Durkheim, était-il encore remarqué lors de son arrivée en Sorbonne. Le second objectif est de le présenter avant toute chose comme un savant, original et pondéré. Le geste est d'autant plus net sous la plume de Pierron que le rapport prend par endroits l'exact contre-pied des comptes rendus qu'il avait consacrés dans l'année psychologique aux travaux de celui qui était un camarade d'enfance, compte rendu qui ne cessait de regretter le jusqu'au-boutisme sociologique d'Alvax, je le cite, trop lié à la conception de la conscience collective dans ce qu'elle a eu chez Durkheim d'outré et de factice. Son idée directrice, dont il s'est ouvert à Alvax avant l'Assemblée, est de l'inscrire, on l'a dit, dans la continuité non pas de Durkheim, de ses généralisations hâtives, de ses théories hasardeuses imprégnées d'un esprit philosophique plus proche des spéculations métaphysiques hardies que des investigations prudentes d'une science positive, que de Tarde, auquel remonterait le grand mouvement mondial de la psychologie sociale. Mauss, lui, n'est mentionné qu'en ouverture de sa présentation, comme titulaire d'une chaire qu'il s'agit de remplacer par une autre. Il souligne encore très vite qu'on ne peut reprocher à l'œuvre de Maurice Alvax de ne s'intéresser qu'aux pré-civilisés vivant en des îles lointaines. Élève de Bergson autant que de Simian, Alvax occuperait, je le cite, dans le mouvement des sciences sociales, une place tout à fait à part, représentant une attitude originale. Il réalise une véritable synthèse des points de vue opposés de Tarde et de Durkheim. Il intégrerait le social dans l'individuel et l'individuel dans le social. Tout juste en écho à ses comptes rendus passés, Pierron remarque-t-il qu'il a peut-être exagéré la place donnée aux facteurs sociaux dans son étude sur la mémoire. La psychologie collective est aussi présentée comme un front pionnier de la recherche scientifique, complémentaire de la psychologie physiologique dont il est le représentant, aussi rigoureuse et objective qu'elle. Il ajoute qu'Alvax abordera, avec les méthodes statistiques actuellement élaborées par les mathématiciens, des problèmes de morphologie sociale. Henri Pierron, en somme, joue
sur tous les tableaux et tente de contourner toutes les préventions, ce avec succès. Au premier tour, sur 30 votants, la psychologie collective recueille 14 suffrages, l'histoire des sciences morales 10, l'histoire de l'humanisme européen 6. Au second, 17 voix pour la psychologie collective, 12 pour l'histoire des sciences morales, et une voix, celle de Lucien Febvre, un peu obstiné, pour la chaire de Renaudet. Alpbach raconte « À 4h30, nous allons prendre le thé dans la cuisine. À ce moment, coup de téléphone, la voix de Pierron, trépidante, triomphante. Eh bien, ça y est. » À quelques mois de distance, il propose aussi dans son journal une analyse qui est à la fois savante et politique de la répartition des votes, dont sont grossir quelque peu les traits. En somme, j'ai eu contre moi les philosophes catholiques, l'Académie française, les cléricaux, l'unique représentant grand bourgeois de l'Académie des sciences morales et politiques, les scientifiques réactionnaires. J'ai eu pour moi presque tous les linguistes, les savants spécialistes de diverses civilisations, sauf Mazon, les historiens, les scientifiques avancés, surtout 4 biologistes ou médecins. En somme, répète-t-il, philosophie métaphysique et religieuse, littérature pure, science des brutiers, contre histoire sociologique, psychologie scientifique, linguistique et biologie. Tout cela était naturel. Il ne vous a pas échappé, je conclurai ainsi d'un mot, que nous ne sommes encore qu'au début de l'année 43. Avec le vote de la chaire, en principe, l'essentiel est joué. De fait, nul autre candidat ne se présentera. En temps normal, écrit Alpbach à un ami auquel il apprend la nouvelle, je me disposerai dès maintenant à traverser la rue Saint-Jacques. Pour le moment, on m'a conseillé d'attendre patiemment et dans le plus grand silence. Les mois passent sans que le ministère réagisse, écrit officiellement la chaire. Henri Pierron dira avoir abandonné tout espoir de voir la chaire promulguée et attendre pour cela d'être enfin débarrassé de nos gouvernants collaborateurs. Abel Monard, le ministre, semble bloquer le dossier, moins par conviction personnelle, aurait-il indiqué à Faral après coup, que par crainte que la nomination d'Alpbach soulève des protestations. Pensez-vous, un sociologue nommé en Sorbonne. Tout se débloque début 1944. Le 9 janvier, Alpbach apprend que Max Bonafous, ancien espoir de la sociologie, auteur d'une belle carrière sous Vichy, vient de démissionner de son poste de ministre de l'Agriculture et du Ravitaillement, et qu'il viserait la chaire d'Alpbach à la Sorbonne pour attendre la fin de la guerre, ce qui supposerait qu'Alpbach d'abord la libère. Le lendemain, Pierron l'appelle pour lui indiquer que le décret de création vient d'être signé. Le même jour, les beaux-parents d'Alpbach sont assassinés par la milice française. Il est en zone sud lorsque le décret paraît au journal officiel, le 22. L'élection fixée pour le 24 février n'est qu'une formalité, puis de nouveau l'attente, jusqu'à l'arrêté de nomination signé le 10 mai. Je ne reviens pas sur son arrestation, tandis que sa femme, elle, passe dans la clandestinité, ni sur les témoignages concernant ces derniers jours à Buchenwald ou l'annonce de sa mort en avril 1945. 2 mois plus tard, l'Assemblée transforme la chaire de psychologie collective en chaire d'histoire de la civilisation italienne pour Augustin Renaudet. C'est la seule proposition défendue ce jour-là. Il n'est point de sociologue pour prendre la suite. Le procès-verbal indique en conclusion, et en dernier aveu de ce qui était l'enjeu de cette élection, M. Henri Pierron exprime le souhait qu'une chaire de sociologie puisse être rétablie un jour. Merci de votre attention.